Hello tout le monde, bienvenue pour cette parenthèse numéro 2. Cette semaine, on va parler de la tendance versus l'uni et ce qui pour moi a aussi du sens quand on parle de maximalisme et de minimalisme. Quand toutes ces tendances en fait se percutent, est-ce que alors, je vais d'abord vous parler de moi, en fait, et vous aussi, vous me direz en commentaire ce qui est important pour vous et comment vous avez envie, en fait, de, de retranscrire tout ce que vous recevez comme inspiration dans votre quotidien. Parce qu'en fait, dans les magazines de mode, dans les pubs, sur les réseaux, quand on reçoit du contenu sponsorisé, évidemment, quand on commence à regarder des choses, on reçoit plein de choses correspondantes. Et en fait, tout ça, ça a un impact fort finalement sur les influences et sur ce qu'on a envie de faire au quotidien. Donc, est-ce que on a envie de suivre la tendance ou est-ce qu'on a envie de se nourrir de la tendance et du reste pour se faire son propre, sa propre fibre personnelle, sa propre tendance en fait, et arriver en fait à naviguer dans tout ça. Cette année, depuis le mois de janvier, en fait, je fais de la poterie du Tour, très exactement. Et je me suis rendu compte, il n'y a pas tellement longtemps, là, à la fin, nos derniers cours ont eu lieu la semaine dernière. Et je me suis rendu compte que dans mes choix de décor, eh bien, en fait, j'aimais les choses assez minimalistes. J'aime pas obligatoirement ça, le décor en lui-même ou l'ajout de façon trop expressif. Et je me disais, ah, mais toutes les filles, en fait, elles font pas mal de motifs supplémentaires dessus et compagnie. Je trouve ça chouchou, je trouve ça mignon, mais en fait, moi, ça m'amuse pas plus que ça. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah, en même temps, tu portes de l'uni, tu vends de l'uni, et t'as pas obligatoirement, quand tu dresses une table, t'as pas obligatoirement envie de choses méga colorées, explosives, peut-être quelques éléments, mais plutôt des jeux de couleurs et de formes. Donc même si j'adore depuis des années l'uni, les carreaux et les rayures, ont le droit de rentrer dans mon univers. Enfin, quand je dis on le droit, c'est vraiment dans l'esprit où finalement je me rends compte que pour moi, c'est pas obligatoirement, j'associe pas en tant que tel en fait au motif. C'est encore autre chose, et je vous avais sondé là-dessus il y a pas tellement longtemps sur Insta, et vous m'aviez dit ah bah oui non, mais les carreaux et les rayures, c'est pas pareil, ça compte pas pour du motif, c'est autre chose. Je pense que c'est plus ce jeu graphique, et ce jeu graphique que je peux aussi reproduire avec l'uni, c'est-à-dire que dans des techniques de patchwork ou d'assemblage en fait de tissus, je pourrais reproduire ces effets graphiques, mais partir toujours de la même base de l'uni. Et je crois qu'en fait pour moi, c'est vraiment important. Je vais aimer en fait une forme de minimalisme dans la pièce en elle-même, c'est-à-dire une forme de sobriété de la pièce dans sa couleur, mais je vais aussi aimer l'opulence d'accessoires et ce genre de choses. Donc en fait, avoir quand même des boucles d'oreilles très envahissantes comme vous me voyez souvent et autres, et donc ça peut jouer en fait cet esprit de contraste. Mais je reviens toujours en fait à ce besoin de pièces plus simples, que je peux interchanger les unes avec les autres, et qui a en fait un autre intérêt pour moi, de construction en fait dans le quotidien. Et ça ne m'embête pas de porter simplement par exemple juste une robe unie et rien d'autre, ni boucle d'oreille, ni bijoux, ni bracelet et compagnie. J'ai pas le sentiment, un peu quand j'ai pas de boucle d'oreille comme aujourd'hui, de me sentir nue, mais malgré tout, j'aime cette sobriété. J'ai pas besoin de la robe waouh en fait pour avoir le sentiment que ma tenue est aboutie. Donc finalement, ce besoin dans mon vêtement, je me rends compte en fait qu'il me suit dans mon quotidien de façon beaucoup plus prononcée que je l'imaginais. Et dans le choix, par exemple, voilà, de la poterie, des choses très simples. Alors, j'ai tout un panel non abouti, on va dire ça comme ça, voilà, qui prennent vie quand même, parce que même avec leurs petits défauts, voilà, que j'avais quand même à cœur de les garder, encouragée par Sophie de Mirette et Capucine, avec qui je fais le tour ici à Montauban. Mais finalement, voilà, dans le décor, j'aime les choses très simples ou alors vraiment graphiques. Les quelques fois où j'ai exploré d'autres choses, c'était essentiellement pour y mettre des cœurs.
Les cœurs, c'est comme les carreaux et les rayures, on est d'accord, ça compte pas. Mais quand j'ai exploré d'autres choses pour amener d'autres éléments graphiques, en fait, je suis pas du tout convaincue. Ou alors, j'aurais dû choisir que ces éléments graphiques soient monochromes. Voilà. Donc je suis très contente et j'utilise ma vaisselle et compagnie, voilà. Mais je me rends compte que finalement, par rapport à ce que j'avais pu transposer, s'ils avaient été monochromes, j'en aurais retiré encore une autre forme de plaisir. Donc voilà. Donc, conclusion, on ne se refait pas. On aime, voilà, c'est des ambiances et on va vers des choses. En fait, quand on s'écoute un peu et qu'on analyse un petit peu ce qu'on fait au quotidien, je pense qu'on va vers des choses qui nous ressemblent. Certaines d'entre vous me disent qu'elles n'ont pas toujours trouvé leur style, qu'elles ne savent pas toujours vers quoi se porter, comment s'identifier. Donc en fait, elles ont ce besoin parfois en fait de copie, entre guillemets, voilà, de se dire ben, je l'ai vu chez l'autre et je trouve ça joli et donc je vais le faire. Mais en fait, sous couvert de tout ça, en fait, quand on gratte un petit peu, il y a quand même une identité. Vous avez une identité, même quand vous ne vous rendez pas obligatoirement compte de ça. Je pense que il y a encore quelques années, j'avais pas obligatoirement l'impression d'avoir déjà cette identité. Le fait de l'affirmer dans mon travail au quotidien et d'en parler beaucoup plus fort, eh bien, cette identité, en fait, elle était présente. Je pense que beaucoup la voyaient, mis à part moi, certainement. Parce qu'à l'époque, quand j'ai choisi de ne faire que de l'uni, j'ai été poussée par des copines qui m'ont dit mais en fait tu ne couds que de l'uni et tu ne portes que de l'uni, donc arrête de vendre du motif, ça, le motif marche pas chez toi, mais c'est normal puisque de toute façon c'est pas du tout ce dont tu parles au quotidien et c'est pas ce que tu promeus, donc ça fait sens. Donc je pense que je le reflétais déjà. Ça ne m'empêche pas de porter du motif aussi, hein, bien sûr, mais je le reflétais déjà mais il n'y avait que moi qui ne le voyais pas tant que ça. En tout cas, je n'avais pas encore travaillé sur cette identité. Bercée aussi, parce qu'à l'époque, mes enfants étaient beaucoup plus jeunes et donc je faisais aussi un peu de motifs pour eux. Je vendais beaucoup de Liberty et pour le coup, j'y suis restée attachée pendant longtemps. Mais voilà, comme si parfois certaines choses, je les voyais pas de la même façon. Je vais aimer les bijoux qui peuvent être graphiques ou très romantiques, mais idéalement qui ont un peu de volume. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec les choses plus petites. Là, je voulais vous montrer, j'ai travaillé, j'ai eu mes filleuls pendant quelques jours et donc en fait on a retravaillé la pâte Fimo et c'est une matière que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très agréable au toucher et donc là l'objectif en fait c'était de me refaire des boucles d'oreilles avec une puce en fait et de refaire des pendantes qui soient voilà, dans une forme donc deux formes qui sont pas du tout qui sont coordonnées mais qui n'ont pas du tout la même géométrie pour le coup et avec certaines on s'était imposé trois couleurs pour essayer de faire rentrer en fait de travailler la Fimo à plat et finalement bon moi ça me plaisait moyen ce que j'avais fait au début, donc j'ai retravaillé ma pâte et donc on a plus de mal à distinguer en fait ces trois couleurs, mais j'ai refait simplement, vous voyez, deux ronds classiques qui viendront. Alors j'espère qu'elles seront quand même pratiques à porter, auquel cas ça m'a fait du bien de travailler cette matière aussi, de changer, de retravailler en fait sur les formes de couleurs, mais je me suis rendu compte que finalement, l'association de couleurs plus marquée à chaque fois, donc autant là sur ces boucles d'oreilles, ça va recréer une forme de motif et ça va pas me déranger parce que c'est sur mes oreilles, mais que le reste, je vais travailler beaucoup plus entre guillemets de sobriété ou un modèle avec un caractère assez fort, qu'on se dit, je vois tous les détails, les surpiqûres, voilà, quand on veut mettre en avant certains modèles, je trouve que c'est d'autant plus majestueux, simplement parce que votre regard ne se noie pas en fait dans le reste, et donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, on a fait des petits bracelets aussi, des petites choses toutes simples en fait, mais qui pour moi pendant l'été en fait sont super importants. J'en porte quand même assez régulièrement. Aujourd'hui je porte voilà deux petits bracelets plus simples et un bracelet en tissage que j'avais fait chez Atelier Poétis, qui vend des kits aussi pour réaliser ce type de bracelet. J'aime
bien, voilà, tout ce qui va finalement pouvoir, s'accorder avec la mode, le quotidien, qui, créer autour finalement de la tenue, de ce que je vais utiliser au quotidien. J'aime créer parce que ça va être utile quand même malgré tout souvent. Ça je pense que ça vient, pour moi du sentiment de manquer de temps et d'avoir besoin de créer de l'utile. En couture par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les pièces d'études. Je vais préférer finalement faire une toile parfois et parfois la pièce d'étude va m'ennuyer, parce que je me dis: «Mais en fait elle est pas utile là tout de suite en fait». Alors elle est utile quand même parce qu'en fait elle va me servir de support et d'entraînement, mais parfois, voilà, comme si j'avais envie d'aller nager sans mes brassards, et bien pour moi, j'ai besoin de sentir cette utilité tout de suite. Je suis quelqu'un de très impatient et j'aime voir les résultats, assez rapidement. Du coup, ces derniers temps, pour alimenter un peu ce process créatif, j'ai profité d'aller voir, l'exposition de Jean-Charles Castelbajac, aux abattoirs de Toulouse. Il est en expo jusqu'à, mi ou troisième semaine d'août, je crois. Franchement, si vous passez par le coin de Toulouse, allez la voir. J'ai trouvé que c'était, en tout cas par rapport à mon humeur du moment, que c'était, comme un pansement en fait, comme un espèce de bisou magique. Vous savez quand vous vous faites mal? Je pense que j'avais mal à ma création ces derniers temps. J'avais besoin, voilà, de cette bouffée d'oxygène et d'arriver justement à me dire: «Mais en fait, tout est permis, peu importe en fait les expérimentations, on se limite pas et on se fait du bien et en fait, quoi qu'il arrive, voilà, on se nourrit». On a ou pas envie en fait de retranscrire ce qu'on a vu, mais on s'en inspire. Donc c'est d'autant plus intéressant que, le jeu des couleurs, des formes, des matières, le questionnement, enfin les confrontations, qu'elles soient entre la culture populaire par exemple, les enjeux politiques, sociaux, l'humour, la poésie, peu importe, toute la mode, l'art contemporain, enfin tout ça en fait est très bien retranscrit dans son exposition et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc je vous encourage à aller jeter un œil à l'expo si vous ne l'avez pas encore fait aux abattoirs de Toulouse. Je voulais vous parler aussi d'une expo qui a lieu en ce moment à Montauban qui s'appelle Ingres et la mode. Donc Ingres, qui est une des figures de notre ville, a expérimenté en fait le jeu du vêtement, c'est-à-dire que le vêtement n'était pas simplement un accessoire, quelque chose qu'on utilise, un objet du quotidien, mais justement il a essayé de retranscrire son jeu de volume, de plisser, de draper, la douceur d'un velours, en fait, reproduire dans un tableau en fait le relief d'un velours, mettre en avant l'aspect social que pouvait avoir le vêtement en fait à l'époque, tous les petits détails qu'il pouvait avoir dans un motif de dentelle. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de fibres en fait, c'était beaucoup plus limité, donc l'aspect aussi de la matière première n'était pas très varié puisqu'on n'avait pas en fait le choix et la technicité en fait que l'on a aujourd'hui. On va avoir ce besoin pour sortir d'un vêtement lambda, très simple. On va jouer sur les découpes, la forme du vêtement, des vêtements qui vont avoir souvent des emboîtements très marqués et justement des jeux de détails, de passementerie, de boutons et autres accessoires qui vont permettre, qui ne sont pas des accessoires très farfelus, hein, c'est vraiment des choses très simples qui font partie des codes de la société et qui vont donner ce côté très waouh justement aux tenues de l'époque que l'on peut connaître. Donc c'est passionnant, c'est de mémoire jusqu'en octobre ici à Montauban et je vous invite à aller voir l'exposition pour découvrir un petit peu voilà toutes ces matières très nobles aussi. Ça interroge sur la mode, sur ce qu'est la mode aussi aujourd'hui, sur son étendue, sur l'aspect technique que l'on a pu développer, mais aussi l'arrivée de la fast fashion, le fait de porter des vêtements pour une occasion par exemple, et de pas faire durer justement son vêtement. On pouvait l'avoir déjà à l'époque, hein, d'avoir des toilettes qui ne soient que pour des occasions particulières, mais
malgré tout, aujourd'hui, on est sur un mode de consommation qui est beaucoup plus important et justement, ça interroge pas mal sur cette évolution. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'il faut faire durer ou pas? Ça appartient à chacun, en fait, de faire son cheminement. Évidemment, mon parti pris est très clair en vous vendant le Luni. Voilà, j'aime faire durer, j'aime porter des vêtements depuis longtemps et que ça avance, en fait, et que je sois, voilà, que j'ai des pièces qui puissent être encore, comme je vous ai présenté dans la parenthèse, l'épisode 1 de la parenthèse, où je vous disais, en fait, voilà, cette robe tuilerie, j'ai à cœur de la retransformer pour pouvoir la porter différemment. Est-ce que j'ai cousu mon short blanc? Pas encore, mais j'ai commencé cette semaine. J'ai commencé la couture du pantalon Charlie. Alors, je l'avais déjà, il est tout froissé parce que vous voyez, il n'a pas encore de côté. J'ai commencé le pantalon Charlie de Clématis Pattern. J'avais déjà un modèle. Et donc, du coup, je suis repartie en fait sur cette base-là. Et j'avais à cœur de me le coudre en tuile viscose mi-lourd. Donc, on a un tissu qui est léger. Alors là, qui est très froissé parce que du coup, je l'avais posé en vrac sur ma machine. J'ai pas pris le temps de le repasser pour vous le montrer, mais on a un tombé qui est très fluide tout en ayant une certaine franchise. Donc, il est parfait là pour l'été et la mi-saison. Et donc, ce petit short blanc dont je vous parlais la semaine dernière, je me suis dit que j'allais le coudre certainement sur la base du pantalon Charlie, coupé en longueur short. Je ferai l'essai. Je ne sais pas si la largeur de la jambe s'arrêtant au niveau short en fait va me plaire. J'avoue, j'avais pas d'avis là-dessus. J'ai un peu de mal parfois avec mes jambes, donc du coup on est d'accord qu'en short ça rend le côté beaucoup plus massif, donc j'étais pas sûre du résultat, mais je me suis dit que j'allais l'expérimenter, le classique entre guillemets, l'esprit un peu palazzo du reste du pantalon allait me plaire quoi qu'il arrive. Donc j'aurai à cœur, charge à moi de trouver le tissu qui sera suffisamment fin et qui ne va pas faire une jambe trop volumineuse. Donc ça sera pour le prochain projet. Suite à l'expo en fait de Castelbajac, j'avais envie d'éléments beaucoup plus graphiques. Alors j'ai une chemise en tête depuis peut-être 1 an et demi et que j'ai pas encore pris le temps de me coudre parce que je sais que c'est un projet qui va me prendre à peu près 10 heures de boulot. Donc j'avais pas pris le temps de le faire, mais j'espère que d'ici à la fin de l'été, je m'en serai chargée. Et j'ai travaillé pas mal et j'ai coupé beaucoup de commandes avec l'interlock modal. Donc sur l'interlock modal, je vous le réexplique rapidement, mais on est donc sur une matière avec un double tricotage en interlock. Là, composé de modal avec un tout petit peu de polyester qui lui donne en fait aussi cette fluidité. J'aime énormément cette matière, elle est hyper douce, très agréable à porter et j'avais en fait 2 coupons, 2 fins de plaquettes que j'avais et du coup je me les suis mises de côté parce que j'avais envie d'un polo avec en bicolore, tout bêtement et simplement, un modèle de polo très simple. Je suis pas arrêtée sur le modèle encore, quelque chose qui soit pas ultra saillant et moulant, mais je veux pas un truc oversize, je veux une belle manche montée. J'avais exploré celui d'Instinct Couture, je crois, qui pourrait à peu près coller. Si vous avez des idées de patrons en polo classique avec une manche montée qui est une coupe normale, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Vous avez toujours de bonnes idées de patrons. Et puis je me suis décidée, je pense que je vous l'avais déjà montré en photo, enfin oui c'est sûr, je vous les ai déjà montrés. En fait c'est une robe que j'avais cousue, donc qui était un modèle de Maison Fauve, la Tribeca de Maison Fauve. Alors j'aime beaucoup justement cet aspect graphique. Je l'avais vue cousue dans une inspiration Castelbajac à l'époque quand elle est sortie, justement avec les mêmes couleurs que sa robe trapèze graphique, et j'avais adoré. Alors je voulais pas reproduire la même chose, j'avais choisi en fait ces couleurs là qui étaient des couleurs qui m'inspiraient pas mal il y a 2 ans quand je l'ai cousue et que j'ai présenté en salon. Force est de constater que je la porte très peu en format robe parce qu'elle me contraint un petit peu dans les couleurs que j'ai choisies. Donc j'ai décidé de la couper
en version top, manche courte, pour pouvoir la porter plus facilement au quotidien et la sortir en fait en bas de façon plus facile. Bref, toujours est-il que parfois on évolue dans le temps et qu'on n'a pas obligatoirement les mêmes envies même d'une année à l'autre, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas obligé de garder son vêtement. Mais donc voilà, moi j'aime cet upcycling assez important. J'ai enfin pris le temps d'imprimer en fait le patron Jane de Ready to Sew que je veux me recoudre parce que j'aime beaucoup ce modèle avec ce drapé. Je ne sais pas si je vous montre là, on voit en fait le type de pièce que représente Jane. Et donc en fait cette pièce là, en fait c'est la pièce principale qui est une seule pièce qui se vrille en fait devant et qui s'attache dans le dos, en fait qui se coud dans le dos. Je suis toujours subjuguée par ce type de montage, ça m'interpelle, j'aime les éléments graphiques dans les patrons pour le coup, et donc j'avais très envie de refaire une Jane que j'avais déjà cousue il y a peut-être 3 ans de ça, que j'avais cousue en étamine, que je vous ai présenté plusieurs fois, que j'ai encore à l'atelier, et je sais qu'elle vous avait beaucoup plu, voilà, donc je voulais, me reste plus qu'à, moi je suis team, je sais pas si vous êtes team PDF ou team A0, là j'avais pas l'envie d'attendre, donc j'ai imprimé mon patron enfin hier, je devais le coudre depuis un petit moment, j'avais pas pris le temps en fait de m'en occuper, et donc ça sera team PDF et scotchage. Je ne suis pas arrêtée sur le tissu parce que j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai changé d'avis, mais le modèle me fait toujours envie, donc je me laisse le temps encore de réfléchir à ce que je vais faire, et comme je vais déjà avancer sur le reste de mes projets, ça sera l'occasion. J'ai tenté, je voulais vous en parler parce qu'en fait ça m'avait interpellée, j'ai tenté l'achat d'un patron via Etsy, chose que je fais hyper rarement, voire jamais. Je voyais bien que les est générés par l'IA. Le modèle me plaisait pas mal et je me suis dit, allez hop, je le tente, c'est un petit patron en promo, je vais le tenter, on verra bien. Je suis toujours très sceptique parce que généré en visuel IA, vraiment très très sceptique quand je vois pas de photos de vêtements finis. Je me suis laissée tenter et ça a été un flop phénoménal. J'ai téléchargé la pièce dans la foulée, j'ai analysé le patron et là je me dis, enfin, je comprends pas du tout ce que c'est que cette histoire. Toutes les pièces sont des rectangles et en fait, moi, j'ai pas du tout de rectangles. J'ai des plissés, des drapés. Enfin, je peux pas avoir que des rectangles. C'est impossible. J'analyse, je finis de regarder. J'envoie un message en vendeur en lui disant je comprends pas. Vous avez un dessin, un maigre dessin en couverture. Il correspond pas au patron. Et je pense qu'il y a une erreur en fait. Je n'ai pas chargé, mais le nom correspond bien au patron que j'ai acheté. Mais par contre, le contenu n'est pas du tout en fait le modèle. Et le vendeur en me disant, bah en fait, comprenez-moi, je suis débutant, je commence et donc tatati tatata. Mais merci d'encourager mon travail et tout. Et en fait, c'était pas du tout ça. En fait, c'était un patron purement et simplement généré par l'IA. Après discussion, en fait, généré par l'IA, et le modèle ne correspondait pas à la couverture. Voilà. Donc, je ne peux... bien sûr, j'ai demandé le remboursement et il m'a très gentiment remboursé. Je ne donnerai pas son nom parce que je ne veux pas jeter l'opprobre, mais je ne peux que vous encourager à vous méfier, en fait, de ce type de patron. On en voit fleurir sur Etsy de façon phénoménale et qui est une plateforme qui ne peut pas contrôler, en fait, ce que les gens y mettent, bien sûr. En tout cas, pas de ce type de contenu. Et donc, vraiment, ça peut être très bien. Les commentaires étaient hyper engageants, franchement, voilà, hyper engageants, mais vraiment, j'étais hyper étonnée de ce que ça pouvait donner. Donc voilà, du coup, échec total, que je me suis fait rembourser, donc j'avais pas trop de regrets, j'avoue. Une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le défi Limné que j'ai vu chez Charlotte Jobert, qui est en collaboration avec Bohin. C'est l'été, on a envie de coudre des maillots de bain, on a envie, en tout cas, si vous avez envie de vous laisser tenter, le Limné est un modèle qui fait, même pour moi, qui a beaucoup de poitrine, je trouve que c'est un modèle qui peut jouer le jeu très facilement, avec un joli drapé sur le devant, qui est un maillot de bain, une pièce, et donc le pack à télécharger, le pack Limné est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site de Charlotte Jobert. Encore, je crois, j'ai noté jusqu'au 31 juillet. Et le défi est jusqu'au 20 septembre.
Voilà, donc ça peut être l'occasion de tester les maillots de bain. J'ai téléchargé le Limné et j'attaquerai la couture. C'est une de mes clientes qui m'a redonné envie, alors qui n'a pas du tout cousu ce modèle-là, mais qui est venue chercher du tissu pour coudre un modèle de chez Charlotte, qui m'a redonné envie de me plonger dans cette couture de maillot de bain. Et donc, je vais me lancer là-dedans prochainement. Voilà. Bon, en tout cas, c'était pour la parenthèse numéro 2, mes petites pérégrinations de la semaine, mes inspirations et mes envies. N'hésitez pas à mettre les vôtres. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment? J'ai reçu plein de retours très sympas, notamment en MP. Vous me connaissez aussi via TikTok et via Instagram. Et donc, j'en ai plusieurs qui m'ont envoyé des petits messages en fait sur les réseaux via ce biais-là. Et c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et d'avoir vos inspirations aussi du moment, de me rendre compte que l'été, on est tous pareils. On a besoin de douceur et de sérénité et d'une jolie parenthèse. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour la parenthèse numéro 3. À bientôt!